Tout s'est écroulé. Et je me suis dit, je vais inviter les 10 meilleurs économistes de France à venir me voir. Je pense pas parce que j'y étais pas. Non, vous étiez trop jeunes. Ils sont tous venus à l'Élysée. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient tous formidables et très savants pour m'expliquer ce qui s'était passé. Donc j'ai rien appris. Je me suis dit, je devais avoir une migraine, j'étais pas en forme. On fait notre réunion. 3 semaines après, je fais notre réunion. Un ennui. Mais vous imaginez pas l'ennui. Je les connais. Pas j'imagine. une idée. J'en ai tiré la conclusion qu'il allait falloir qu'on se débrouille tout seul et qu'on fasse preuve de bon sens. Un dimanche, Gordon Brown, qui était le président, enfin le Premier ministre anglais, m'appelle un dimanche, socialiste libéral. Il me dit, écoute, je veux te prévenir, on était très amis, lundi, je nationalise toutes les banques. Je dis, quoi? Mais tu es fou. Il me dit, écoute, c'est très simple, depuis ce matin, dimanche, les gens font la queue pour retirer leur argent. Si je nationalise pas les banques, on saute. Parce que ici, vous pensez que votre argent est à la banque. Non, non, non. Vous avez un relevé avec 100, mais il y a 90 qui est parti. Qui a été prêté pour acheter un appartement, pour acheter des machines, pour investir. Donc si tous, on se présente à la banque pour retirer notre argent, ils ne peuvent pas nous le donner. Et ça repose sur la confiance. Je rentre à l'Élysée le lundi et je dis à François Pérolle et à Xavier Muscat, qui étaient mes 2 conseillers de très grande ampleur, je vais aller à Toulon et je vais faire un discours où je vais annoncer que je garantis à 100% tous les dépôts des Français. Tout l'État profond a défilé dans mon bureau pour me supplier de ne pas faire ça. Non, c'est pas possible, président, il ne faut pas faire ça. Trichet, le gouverneur de la Banque de France, le directeur du Trésor, tout le monde. Non, mais il faut caper. Caper. Non, mais si ça vous fait plaisir, président, caper à 150 000 euros. Non, illimité. Non, on va dire que vous êtes le président des riches. On le dit déjà. Non, mais caper à 1 million. Non. Caper à 10 millions. Non. Sans limite. Sans limite. Je me suis mis dos au mur. C'est une décision très difficile, solitaire. Mais aujourd'hui, en 2024, je viens devant vous. Il n'y en a pas un seul dans la salle. Que vous ayez voté pour moi ou pas, il n'y en a pas un seul qui peut se lever et dire « Sarkozy, j'ai perdu mes économies grâce à vous, ou à cause de vous. » J'ai garanti sans limite. Ce qui fait qu'on a dit à la spéculation mondiale « Venez vous nous chercher. Vous mettrez 1000 milliards sur la table, je mettrai 1000 milliards et 1 centime. » Ils ne sont pas venus. Ça a coûté 0 centime aux contribuables. Et pas un seul d'entre vous n'a retiré ses économies de la banque et pas un seul n'a perdu 1 centime. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Je ne dis pas ça pour faire le malin. Vous êtes tous en capacité de juger si ce que je dis était vrai ou n'était pas vrai. Parce que la confiance dans le président, dans la banque, dans son mari ou dans sa femme, c'est la chose la plus importante au monde. Quand la confiance est là, on n'y attache aucune importance. Mais moi, je pense que l'enfer, c'est de ne pas pouvoir faire confiance à ceux qu'on aime. Et c'est par la confiance qu'on a sauvé l'économie française et l'épargne des Français. C'est pas de l'économie, c'est pas du libéralisme, cher Hervé. C'est pas de l'engagement keynésien ou de Milton Friedman. C'est simplement du bon sens qu'à un moment donné, il faut imposer à l'administration la volonté politique. Parce que la volonté politique, c'est ce qui fait qu'on est élu président ou qu'on n'est pas élu. Et le problème, c'est que bien souvent, il n'y a plus de volonté et que toujours, il n'y a plus de politique.
c'est une difficulté. Je voudrais qu'on reste un instant sur les questions économiques, si vous en êtes d'accord. Nous sommes en plein débat budgétaire. Vous avez été ministre du budget et ministre de l'économie, d'ailleurs, à quelques années de différence. Le gouvernement de Michel Barnier essaie de réduire les déficits publics. Il a bien évidemment 1000 fois raison. Mais enfin, on voit bien quand même que les mauvaises habitudes françaises reviennent assez rapidement. C'est-à-dire que sur le papier, on devait le faire beaucoup par la baisse des dépenses et un tout petit peu par les impôts. Dans la réalité, on va le faire beaucoup par les impôts et très peu, marginalement, par la baisse des dépenses. Vous avez été le président de la République du 1 sur 2. Du non-remplacement d'un départ en retraite de fonctionnaires sur 2. C'était une mesure qui a été qualifiée de brutale. On n'y arrive pas. Qui a été qualifié de brutal par qui? De brutal par qui? Mais qu'est-ce que ça peut faire? De brutal... Qui? M'engueulez pas, j'étais pour et je vous défends. Je m'énerve pas, j'explique. Ben, il y a 200 000 fonctionnaires de plus en 5 ans. Le problème français, des communes françaises, est très simple. Et alors là, vraiment, je jubile quand j'ai entendu le premier discours de Trump. Sa grande idée économique, il veut défiscaliser les heures supplémentaires. Le brave homme. C'est ce qu'on a fait il y a 14 ans. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Et comme dans le privé, on a vu les 35 heures et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Oui, je sais, c'est favori chez moi. Ça, c'est... Bon. La question, elle est centrale. L'être humain est fait pour 2 choses. Travailler et aimer. Aimer et travailler. Freud a dit, si vous n'avez pas de problème pour travailler, et si vous n'avez pas de problème pour aimer, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. La question du travail est centrale. À l'époque où j'étais plus jeune, l'éternité, il y avait un comique extraordinaire dans la politique française qui s'appelait Dominique Voynet. Ils sont très drôles. Bien sûr. Qui voulait faire les 32 heures. Mais magnifique. Et plus c'est bête, plus ça passe. Nous ne travaillons pas assez. Je parle devant le maire de Saint-Raphaël. J'étais 20 ans maire. Et lui qui est un excellent maire. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une commune où l'ensemble des employés sont aux 35 heures. Permettez-moi de vous le dire. Alors, il y a des records à Paris, c'est fantastique. Non. Donc, on n'est même pas aux 35 heures. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, est-ce qu'on ne dit pas 6 mois de l'année? Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer des cours. Maternelle, grande section. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant.
Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Parce que je n'ai pas à me présenter à une élection et je veux dire les choses telles que je les connais. Bien sûr que j'ai fait le 1 sur 2. Vous prenez tous les présidents de la République, le général de Gaulle compris, depuis 1958 jusqu'à maintenant, tous. Les 8. Il y en a un qui a réduit le nombre de fonctionnaires. C'est moi. 155 000 fonctionnaires en moins. Je me suis fait insulter, y compris par mes propres amis. On m'a dit, mais comment tu as fait ça? L'insécurité, tu as supprimé des postes. Mais parce que vous croyez que c'est un problème de poste? Quand le président de la République décide un poste de plus, avant qu'il y ait un fonctionnaire de police de plus, il faut 3 ans. 1 an pour organiser le concours et 2 ans de formation. Il ferait bien mieux de donner des heures supplémentaires tout de suite à ceux qui veulent les faire. Croyez-moi, c'est plus efficace de donner des heures supplémentaires à la BAC, Brigade Anticriminalité de Saint-Raphaël, plutôt que d'engager des gens qui sont sur le terrain dans 3 ans. Nous ne pouvons plus payer 5 600 000 fonctionnaires. Ça gêne de dire ça, c'est pourtant la vérité. Voilà la vérité. Le monde entier travaille. Le monde entier est en concurrence avec nous. Est-ce que nous voulons vivre ou est-ce que nous voulons mourir? Si nous voulons vivre, il faut travailler. Et je m'inscris en faux quand j'entends dire que le travail, c'est pas la vie. La question, c'est d'améliorer les conditions de travail. Pas d'arrêter le travail. C'est de travailler mieux, de manière plus intéressante, de pouvoir monter. Mais je suis en accord avec rien de tout ça. Vous voulez faire l'autre, l'échelle des salaires, ça ne doit pas être plus de 1 et de 5. Mais on est chez les fous. Est-ce que vous savez, c'est un problème d'incarnation? Donnez-moi les pinceaux de Van Gogh, les toiles de Van Gogh. Vous croyez que je ferais du Van Gogh? La question, l'autre jour, il y a quelqu'un qui s'insurgeait parce que Bernard Arnault était riche. On ne crée plus qu'il soit pauvre. Mais c'est le problème, il est toujours le même. Hollande voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire? On est un pays imaginatif, on est un pays dynamique. Il faut libérer les forces du travail, du dynamisme, de la création. Et tout le monde en profitera. On n'est pas obligés tous d'être des bourreaux de travail. Mais il faut laisser travailler ceux qui veulent travailler. Et ceux qui ne veulent pas travailler, pas de problème. Mais tu ne peux pas gagner la même chose, mon ami, que celui qui veut travailler. C'est pour ça que j'ai fait des heures supplémentaires défiscalisées. Il y a un type qui a dit il y a quelques années, travailler plus pour gagner plus. Il avait raison. Monsieur le Président, il nous reste 5 minutes avant de clore notre entretien. Je voudrais vous faire réagir à l'une de vos propres citations que j'ai trouvées dans le temps des tempêtes. Je vais me permettre de vous la lire. Je vous prie de m'excuser, elle est sur mon iPhone, mais je voudrais que vous la développiez parce que je l'ai trouvée tout à fait fascinante. Vous parlez de la France. Nous ne connaissons pas la mesure, le juste milieu, la moyenne. Nous avons besoin du grand où nous abandonnons dans le pire. Toute notre histoire le montre de la façon la plus éclatante. Les Français expriment toujours l'exigence de vivre un grand projet, une grande ambition, une vision incandescente, car seules ces perspectives sont capables de canaliser leur énergie, cette énergie qui est notre premier atout et notre principale faiblesse. Une sorte de masochisme national nous fait souvent tomber dans le pire, aussitôt après avoir incarné le meilleur. Vous pensez donc qu'après la séquence politique difficile que nous connaissons, le meilleur est à venir pour la France? Et puis j'ai une question dans la question. Vous adorez le sport, comment est-ce que vous avez vécu nos magnifiques Jeux Olympiques? Non mais,
Moi, je suis français par tous les pores de ma peau. J'aime notre pays, j'aime mon pays, et je suis tellement français. Mais je prends l'histoire de France dans sa globalité. Ces moments magnifiques et ces moments terrifiants. Lorsque Pétain revient dans la capitale, 3 mois avant la libération, il y a autant de monde pour l'acclamer à Paris que quand De Gaulle arrive. Je ne dis pas ça pour dire du mal. Je dis ça parce que c'est mon pays. On est tellement fiers de notre révolution. Mais la terreur, c'est une horreur. Mais si vous voulez, pour moi, la définition de l'âme française, c'est Marat, Danton, Robespierre. 3 fous qui envoient tout le monde à la guillotine et qui se guillotinent eux-mêmes d'ailleurs. Mais 15 jours après, il y a Valmy. Et Valmy, c'est extraordinaire. C'est des baffes français qui montent sur la colline de Valmy et qui défont les armées européennes contre la France. C'est le même pays, c'est la même époque, c'est le même moment. Le sublime et l'indigne. La France a besoin d'être dirigée fortement. La France a besoin d'une ambition très grande. Parce que la France aime ce qui est grand. La France se reconnaît dans le large et le grand. On parle de l'arrogance française. Peut-être qu'on est arrogant. Bon, moi le premier d'ailleurs parfois. Mais on aime ce qui est grand, ce qui est épique. Moi on me dit, est-ce que la politique vous manque? Non. Parce que c'est plus de la politique. Si je dois commencer par expliquer quelles sont mes pratiques sexuelles et combien j'ai acheté le pneu crevé de mon vélo, et si le seul mot qu'on connaît c'est proximité et écoute, voire normalité, c'est confondant. Mais justement, Président, les Français ont adoré les JO. L'excellence, cette excellence-là. J'avais pas fini. Je sais, mais on est en train de me dire que vous devez vraiment quitter le Palais des Congrès dans 5 minutes. Mais je dis une chose. Ce que j'ai adoré dans les Jeux Olympiques, c'est que c'est la plus belle claque donnée à la pensée woke. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'égalité, il n'y a que de l'excellence. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a que des bureaux de travail. Parce qu'aux Jeux Olympiques, tout le monde n'a pas la médaille d'or. Et c'est ce qui fait beau. Il y en a qui pleurent et il y en a qui se réjouissent. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a la récompense du mérite. C'est le contraire de la pensée woke. C'est le contraire de la bêtise du nivellement. C'est la compétition. C'est la fierté nationale, pas la détestation des autres. C'est un peuple qui communie avec les 3 couleurs et ses champions. C'est le contraire de la pensée woke. Et c'est bien pour ça que ces pauvres écologistes étaient contre. Mais ils sont contre tout, eux. Et moi, je suis contre eux. Voilà. Et donc, les Jeux Olympiques, j'ai adoré. Parce que les mêmes qui bêlent sur la pensée woke et la pensée du nivellement étaient éblouis par cette France réconciliée. Mais la France, elle n'était pas ni réconciliée, ni divisée. La France, elle a besoin d'admirer. Et on admire le talent. On admire la rareté de ce talent. On admire le travail. On admire les... pour ceux qui sont battus, mais ils sont battus à la loyale. On n'est pas là avec un filet pour tout le monde. Moi, mon grand-père m'emmenait au cirque. Et à l'époque, les trapézistes, François s'en souvient, il n'y avait pas de filet en dessous. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un filet en dessous. J'ai dit à mon grand-père, papy, on s'en va. Ils nous ont menti. Merci à tous. Bravo, merci. Un immense merci, Président. Merci. Je voudrais juste te dire un tout petit mot. Il y a 700 personnes ici. Il y a des centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le Palais des Congrès. Il y a 350 personnes qui nous regardent dans la salle d'à côté, dans l'auditorium. Et donc, les Français plébiscitent votre hauteur de vue. Si. Je remercie ceux qui sont à côté. Et vous savez, on m'a demandé l'autre jour quel était ce pourquoi j'étais le plus reconnaissant aux Français. Je suis tellement reconnaissant d'une chose. Jamais dans ma vie, François Xavier, même au début, je n'ai eu de salle vide.
je n'ai connu que des salles pleines. Et ça, je peux vous dire, c'est un privilège exceptionnel. Et je vous en remercierai jamais assez. Parce que quand vous êtes venus, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et moi, quand je viens, je sais que je veux tout vous donner. Merci à tous. Merci Président, merci beaucoup.